Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, le thème, la fragilité, qui est un problème de santé publique, puisque c'est un fait, la population vieillit, vous le savez, et dans les années 2000, nous étions 12 millions et nous serons plus de 22 millions dans les années 2050. Avec ce vieillissement, ça s'accompagne de l'apparition de maladies chroniques et du phénomène de dépendance. Nous allons développer ce thème dans cette émission. Qu'est-ce que le concept de fragilité? Comment dépiste-t-on une fragilité? Et comment surtout accompagner ces personnes à ne pas devenir dépendantes? Dans une première partie d'émission, nous accueillerons Georges, 90 ans, passionné de vélo. Et vous verrez avec lui ce que comprend ce problème de fragilité, mais surtout le problème de robustesse, puisque vous allez voir, ce programme est assez édifiant. Dans la parole d'expert, le professeur Fleischer nous parlera de la chute et de son impact sur les personnes âgées. Et puis dans une seconde partie d'émission, nous aborderons le thème de l'oncogériatrie, autrement dit la prise en charge des patients âgés mais atteints de cancer. Sur le plateau d'À tout santé, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Patrick Vellani. Bonjour professeur. Bonjour. Le docteur Anne-Laure Couder. Bonjour. Bonjour. Monsieur Georges Guinieri, qui est notre patient et notre témoin aujourd'hui. Bonjour. Et le professeur Xavier Fleischer, qui est notre chroniqueur aujourd'hui. Bonjour Hervé. Bonjour Xavier. Professeur Villani, nous allons débuter tout de suite cette émission. Le concept de fragilité, finalement, quel âge est la vieillesse? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne devient âgée? Alors, je veux dire, c'est une question un peu éternelle, mais on peut plus dire aujourd'hui que l'âge de la vieillesse est 65 ans. Quand on voit les réactions, la moyenne d'âge au Sénat qui est 64 ans, on ne peut pas dire que tous les sénateurs sont éligibles à la gériatrie. Donc on est plutôt sur une tranche d'âge qui est 75 ans. On parle de l'entrée en gériatrie à l'âge de 75 ans. Et là, on a deux tranches d'âge, 75 ans, 85 ans, c'est le troisième âge, ce qu'on appelle aussi le bel âge. Et puis au-delà de 85 ans, c'est le grand âge. D'accord. Et puisque le thème aujourd'hui est le thème de la fragilité, pouvez-vous nous expliquer ce mot de fragilité? Alors, la fragilité, c'est un concept au départ anglo-saxon. Ce n'est pas une maladie. C'est un syndrome et finalement ce syndrome intègre trois concepts qui est d'une part l'isolement social, la fonte musculaire. Il faut savoir qu'à 80 ans, quand on perd du poids, c'est pas bon signe parce qu'on perd du muscle. Et quand on perd du muscle, c'est difficile de la regagner. Et le troisième volet, c'est les troubles de la mémoire. Et donc c'est ces trois facteurs qui font qui sont le grand trépied de la fragilité. Est-ce que c'est grâce ou à cause de ces trois facteurs que nous tombons dans la dépendance? Bien sûr, c'est à la fois la dépendance est à la fois sur le plan médical et aussi sur le plan social. Et la vraie définition de la dépendance, c'est quand on a une impossibilité à exercer les actes quotidiens de la vie quotidienne. Et en deux mots, je pense que nous y reviendrons plus tard, est-ce que ce phénomène est réversible? Est-ce que quelqu'un de dépendant, on peut essayer de le tirer de cette dépendance? C'est tout le challenge de la fragilité parce que l'état de dépendance est irréversible. Alors que le concept de fragilité, quand quelqu'un est fragile, c'est un état réversible. D'où le challenge par rapport aux 20 millions de personnes dont vous avez parlé, c'est de dépister des gens dont l'état est réversible. D'accord, nous essaierons d'expliquer tous ces concepts après notre premier reportage dans lequel vous allez voir le dépistage justement de ces sujets dits fragiles et puis surtout le portrait de M. Guinieri, qui lui est à l'inverse un patient qu'on appelle robuste. Nous décrirons ce principe de patient robuste par la suite. Avancez-vous vers moi. Voilà la vitesse où vous avez l'habitude de faire. Généralement, nous accueillons les patients à partir de 70 ans. Donc généralement, ce sont les médecins qui nous les adressent, que ce soit en gériatrie ou en oncogériatrie. Donc le parcours de soins va être différent, mais à chaque fois, c'est pour évaluer une fragilité. Généralement, on organise un bilan nutritionnel. Ensuite, nous faisons un questionnaire d'évaluation gériatrique. Si on constate par exemple des troubles de la mémoire, on va essayer d'organiser une rencontre avec le neurologue, la réalisation d'un scanner cérébral. Bonjour madame. Bonjour madame. Venez rentrer. La fragilité osseuse, il faut imaginer ça, l'os c'est un tissu vivant. Quand on a perdu une certaine quantité d'os, il y a un risque de fracture, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. La limite fracturaire est atteinte. Donc ces fractures, elles sont beaucoup plus fréquentes chez les sujets âgés, puis c'est des fractures plus graves aussi. 50% de ces sujets vont perdre
une partie de leur autonomie et 10% d'entre eux être grabataires après une fracture du col. Donc à ce moment-là, moi je vais faire un bilan d'ostéoporose qui va comprendre un interrogatoire bien sûr, un examen clinique, savoir si le patient a déjà eu des fractures, savoir s'il a déjà été expiré, et puis il va falloir faire des examens biologiques. À 80 ans actuellement, l'espérance de vie est encore de 10 ans. Donc vous voyez qu'on a encore largement le temps de faire les choses. À 80 ans, il y a tout le panel de patients, le robuste qui va faire du vélo toutes les semaines et le patient qui a besoin d'aide pour marcher, même pour manger. Je m'appelle Georges Guinieri, j'ai 89 ans. Pour moi, le vélo, il y en a qui naissent dans un chou, moi je suis né sur un vélo. Voilà. Il faut comprendre que c'est pas une compétition, c'est plus un sport, c'est un exercice que nous devons faire. Sur le vélo, vous n'avez pas les douleurs que lorsque vous marchez par exemple, parce qu'on est assis. Lorsque vous voyez des gens, même un peu plus jeunes, qui courent, le visage déformé par la souffrance, et qui arrivent, ils regardent vite. Non, c'est pas ça. Il faut y aller quand on a envie et le faire. Et par exemple, lorsqu'on fait du vélo, ne pas sortir avec des plus jeunes que soi. Le vélo, pour moi, c'est énorme. Je sais que si un jour je ne peux plus en faire, je serai vraiment malheureux. De retour sur le plateau d'Atout Santé, je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que le sujet d'aujourd'hui est le concept de fragilité. Donc professeur Villani, une question, on a vu le dépistage de ces sujets à risque. Finalement, comment peut-on les classer pour déterminer finalement vers quel groupe la prévention doit se concentrer? Alors, on peut répartir cette population en 3 groupes. Et si on se projette avec 20 millions de patients, vous voyez que c'est tout la problématique. En gros, vous avez un patient sur 2 qui est robuste, comme M. Guinieri. Donc ça veut dire qu'on a quand même une possibilité d'avoir 10 millions de personnes robustes. Ces personnes-là, il va falloir les accompagner et le but, c'est de les maintenir en bonne santé. Si on se voit au sommet de cette pyramide, on va avoir à peu près 15% de patients dépendants, ce qui va représenter 3 millions de personnes. Et là, le challenge, c'est finalement de garantir la continuité des soins, puisque je vous dis que c'est un état irréversible. Et on a cette population intermédiaire qui est fragile, qui représente donc 6 millions de 6 millions de personnes, et là pour lesquelles le challenge, finalement, c'est d'anticiper le risque de déclin fonctionnel et de permettre à ces personnes de se maintenir dans leur état, voire dans le cadre d'une prise en charge, d'améliorer leur état général. D'accord, donc en pratique, ce groupe de sujets à risque, dits fragiles, on peut essayer de les amener vers les patients robustes. C'est faisable. Exactement. C'est faisable, d'accord. Quels sont finalement les événements, quand on est dans le groupe fragile, quel est l'événement médical, social, familial qui vont nous faire basculer vers la dépendance? Alors, ils sont multiples. D'abord, c'est sur le plan social. C'est tout simplement une rupture sur le plan social. Ça peut être un couple où il y a un décès au milieu du conjoint, et une personne qui va se retrouver isolée, qui va avoir des difficultés à se prendre en charge, à s'alimenter, avec des risques derrière d'isolement social, de dénutrition, et une cascade derrière de ce style-là. Et puis parallèlement, il peut y avoir des pathologies intercurrentes. Vous avez parlé de différentes maladies chroniques, que ce soit sur le plan cardiaque, sur le plan neurologique ou autre, qui font que là aussi, on a progressivement un déclin. Et puis, donc l'intérêt aussi, c'est de dépister certaines pathologies, comme une banale cataracte, qui peut entraîner un déclin, et finalement la prise en charge de cette cataracte peut stabiliser les choses, faire que le patient ne chute plus et reprend une vie normale. D'accord. Monsieur Guinieri, je viens vers vous. On vous a vu dans le reportage, vous faites du vélo. Est-ce que la question qu'on se pose, vous avez toujours été sportif ou vous vous êtes dit, à un moment donné, je vieillis, ça serait bien que je fasse du sport? J'ai toujours fait du sport. Ouais.
Le sport le plus calme que j'ai fait, c'était de jouer aux boules, mais je jouais au jeu provençal. C'est plus physique déjà. Et j'ai repris mes occupations professionnelles, ne me permettaient pas de faire ce que je voulais. D'accord. Mais vous avez toujours été sportif. Mais je c'est sais ça que qui... lorsque j'ai voulu reprendre, c'est-à-dire m'arrêter de fumer, par exemple, je fumais parce que j'étais... Et je partais en courant de chez moi et je montais dans la colline. Il n'y avait pas encore l'autoroute. Au fur et à mesure, je me rendais compte de l'amélioration. D'accord. Voilà. Et après, bon, même jeune, je joue au football, je fais du vélo. Et lorsque je suis venu habiter ici, dans le 8e, au bord de mer, et je suis allé dans les calanques marcher. Et on voit dans le reportage que vous prenez du plaisir, c'est-à-dire que vous ne vous forcez jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites il faut que j'y aille, mais j'ai pas très envie. Je n'ai jamais fait une corvée, non. Parce que justement, je ne suis pas à la recherche de la performance. J'en fais vraiment pour mon plaisir. Même hier matin, j'étais fatigué parce que la veille, j'en avais fait un peu trop. J'étais là, je prends mon vélo tout seul. D'accord, vous prenez quand même toujours D'accord. Mon pied. Alors, docteur Couder, malheureusement, tous vos patients ne ressemblent pas à M. Guinieri. Et donc, on en parlait un peu tout à l'heure du phénomène de dépendance. Quand on devient dépendant, il y a vraiment, j'allais dire malheureusement, plus rien à faire ou il y a encore des choses à faire? Alors, comme le disait le professeur Villani tout à l'heure, quand on entre en dépendance, normalement, c'est irréversible. Mais quand même, maintenant, on a trouvé des moyens pour les gens qui ont un handicap, qui sont en perte d'autonomie, d'essayer qu'ils arrivent à vivre avec leur perte d'autonomie et leur dépendance. Donc, en fait, on ne peut pas revenir à l'état antérieur, mais on peut améliorer les choses, améliorer le quotidien et surtout la qualité de vie, même si on est dépendant. D'accord. Et comment, alors, quand on est dépendant, finalement, qu'on n'arrive plus, ou on ne peut plus vivre seul à domicile, comment, psychologiquement, on arrive à faire passer ce message? J'imagine qu'il y a des psychologues, il y a la famille qui est très importante aussi autour. Alors, s'il y a une famille, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est eux qui se rendent compte en premier que le maintien à domicile est compliqué, qu'il faut mettre en place des aides. S'il n'y a pas de famille, eh ben c'est aux médecins, c'est aux paramédicaux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire les infirmières, les kinés, à essayer de faire comprendre aux patients que maintenant c'est devenu compliqué de rester seul à la maison et qu'il faut de l'aide, que ce soit une aide aux courses, une aide au repas. Alors après, c'est des fois très long, parce que quand on est chez soi et qu'on est âgé, qu'on était habitué à vivre seul, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un d'extérieur et d'étranger qui vient à la maison pour s'occuper de soi. Donc en fait, des fois, c'est très long à faire comprendre, mais en général, les gens, au bout d'un certain temps, quand ils voient vraiment la perte d'autonomie, arrivent à comprendre et on demande de l'aide. D'accord. Donc un des événements qui font basculer dans la perte d'autonomie, c'est la chute. Et donc nous avons sur le plateau le professeur Fleischer qui va nous expliquer un petit peu la chute chez la personne âgée. Alors en effet, Hervé, comme vous l'avez vu dans le reportage, bien le risque d'une chute, c'est malheureusement la fracture. Et il faut savoir qu'il y a une fracture liée à la fragilité osseuse toutes les 30 secondes dans le monde. Elle concerne en premier lieu la vertèbre, puis en second lieu le poignet et la plus grave de toutes, la célèbre fracture du col du fémur. Et on en compte environ 48 000 par an en France, toutes ces fractures, bien entendu, pas uniquement les fractures du col du fémur, et elles nous concerneront tous. Plus volontairement les femmes, une femme sur 3 après 90 ans et un homme sur 6 après 90 ans. Le risque, malheureusement, de ces fractures du col du fémur, qui restent toujours très sévères, même à notre époque, c'est malheureusement d'en mourir. Ce risque de surmortalité est de l'ordre de 25% dans la première année lorsqu'on a autour de 80 ans, et il peut grimper autour de 50% de surmortalité au-delà de 90 ans. Le deuxième risque, malheureusement, c'est d'en devenir dépendant, comme une fois de plus ça a été noté de multiples fois lors de cette émission et du reportage. Et on note jusqu'à 2 patients sur 3 qui deviennent dépendants à la suite de ce type de fracture. Alors que vous dire, à part que bien entendu la meilleure solution c'est une prévention, non seulement bien entendu de ces fractures, avant qu'elles surviennent si c'est possible, ou au moins après la première fracture, laquelle est souvent une fracture du poignet chez des patients ou des patientes un peu plus jeunes, et si possible bien entendu avant la chute. Et il faut savoir aussi que vous avez maintenant à votre disposition
des consultations chutes, on va essayer de prévenir tous les facteurs de risque, les problèmes de vue ou les problèmes d'audition en particulier. Cette ostéoporose, il ne faut pas attendre de sentir quelque chose puisqu'elle est asymptomatique, il ne faut pas la confondre avec l'arthrose. On ne sent l'ostéoporose que quand on se casse quelque chose. Donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire, faites attention et allez voir votre médecin pour faire de la prévention. Professeur Villani, quelque chose à ajouter sur la chute ? Mais nous, on a monté cette consultation et cet hôpital de jour de fragilité osseuse, justement, comme disait le professeur Fleischer, les premiers signes, ce sont les premières fractures, qui sont les fractures du poignet et les fractures tassements vertébraux. Et donc nous, on le prend comme vraiment des signes d'alerte et on prévient la fracture que tout le monde redoute, c'est la fracture du col. Donc à partir de ces premières fractures, on lance un bilan complet à la fois osseux, mais aussi gériatrique, cognitif, nutritionnel et bilan d'ostéoporose, pour permettre d'éviter la fracture, encore une fois, qu'on redoute tous, celle du col. Et merci à vous, merci à tous. Nous allons aborder la seconde partie de cette émission et nous allons parler d'oncogériatrie. Autrement dit, la prise en charge des patients seniors, mais atteints de cancer. Avant d'aller plus loin sur le sujet, vous allez visionner un reportage et aller à la rencontre de Madi et de son père Joseph, atteint d'un cancer et pris en charge dans un service d'oncogériatrie. Elle raconte le parcours de son père et nous livre un beau témoignage, un reportage présenté par Patrick Loès. Au niveau de l'oncogériatrie, c'est vrai que nous accueillons les patients suite à la demande des médecins. Ils sont accueillis pour faire une évaluation gériatrique, pour donner un avis par rapport à la thérapeutique proposée, mais pas seulement. Disons que notre rôle est de donner cet avis, mais c'est aussi de prendre en charge le patient de façon globale et holistique et de pouvoir lui proposer des aides de support, une prévention pour éviter les risques de dénutrition, les risques de fragilité psychologique, les risques d'isolement social, mais aussi leur proposer des aides au quotidien, la mise en place d'aides au domicile pour les aider, puisque les thérapeutiques sont souvent fatigantes, fragilisantes, et surtout leur permettre aussi de se poser pendant une demi-journée. Parce que c'est vrai que les rendez-vous pour eux s'enchaînent, ils sont perdus, donc pendant une demi-journée, on prend vraiment le temps de les écouter, de les informer, et on a pour ça un excellent retour, c'est-à-dire que ça leur permet de faire le point sur la situation. L'antidouleur que vous prenez dans le nez, forcez pas trop par rapport à... Mon papa, il a 91 ans, il a eu 91 ans le 23 juillet. Cette tumeur, elle a été provoquée par un appareil dentaire. Il a beaucoup apprécié l'accueil du docteur Couder, parce que je pense qu'elle a une approche très agréable pour un patient âgé. Et vous voyez là, aujourd'hui, le temps de la consultation, il a dit « je suis revenu volontiers vous voir parce que vous me rassurez ». Voilà. L'hôpital de jour, je trouve que c'est bien parce qu'ils ne restent que la journée et ils retournent chez eux le soir et ça leur fait une petite coupure sans partir de chez eux. Parce qu'il y a des patients comme ça qui ont... Moi, mon papa a énormément de mal de quitter sa maison. Ça le rassure plus d'être chez lui, d'aller faire les rayons tous les jours, que de venir en hospitalisation. Voilà. Donc l'hôpital de jour, je trouve que c'est un bon principe. D'accord. Allez, bon appétit, monsieur. Merci. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous retrouvons à nouveau à nos côtés le professeur Villani, rebonjour, le docteur Anne-Laure Couder, rebonjour, et M. Guinieri qui est resté avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Julien Maroni qui sera notre chroniqueuse en seconde partie de débat. Docteur Couder, je reviens vers vous, on vous a vu dans le reportage. Si on a bien compris donc, la finalité de votre service d'oncogériatrie, ce n'est pas vous qui prenez en charge le cancer avec les traitements, les chimiothérapies. Alors finalement, quel est le champ d'action de votre service ? Alors en fait, l'oncogériatrie, c'est né d'une collaboration entre oncologues et gériatres. Faire un traitement pour le cancer, que ce soit une chimiothérapie, une chirurgie ou une radiothérapie à 80 ans, ça n'a rien à voir avec traiter quelqu'un de 20 ans. Donc en fait, petit à petit, les oncologues et les chirurgiens se sont aperçus que prendre en charge les fragilités en parallèle de la prise en charge du cancer, ça devenait essentiel pour arriver au bout du traitement et surtout que les patients puissent guérir. Donc en fait, on est là, nous, les gériatres et les oncogériatres, pour accompagner le patient, d'abord l'évaluer pour voir si on peut lui faire le traitement qui lui est proposé, que ce soit la chimiothérapie ou la
la chirurgie, d'essayer d'adapter ce traitement et d'essayer d'éviter que les fragilités ou les pathologies, les autres pathologies pour lesquelles ils sont pris en charge décompensent ou entraînent une difficulté à réaliser le traitement du cancer. D'accord. Et quels sont les cancers les plus fréquemment vus dans votre service liés aux seniors ? En fait, c'est comme tous les traitements les plus fréquents chez les patients depuis 70 ans. C'est le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez la femme. Après, nous avons beaucoup de cancers du côlon et de cancers du poumon, parce que ce sont aussi tout ça sont les cancers les plus fréquents chez les patients âgés. Et on a vu donc que ça fonctionne en hôpital de jour. Pour nos téléspectateurs, l'hôpital de jour, ça veut dire que la personne ne dort pas à l'hôpital, elle rentre à la maison. Est-ce que c'est important pour vous aussi de garder ce lien social avec la famille ? Ah oui, tout à fait. Et puis c'est essentiel pour cette population. Rentrer chez eux, c'est très rassurant, et on le dit très bien dans le reportage. Et donc c'est vrai que les hôpitaux de jour, nous on est des hôpitaux de jour gériatriques, donc c'est assez pratique de pouvoir faire un bilan sur toute une journée et que les gens rentrent à 16 heures, mais les hôpitaux de jour oncologiques sont aussi très demandés par les patients âgés, parce qu'ils rentrent chez eux le soir, même s'ils ont eu une chimiothérapie ou s'ils ont eu une radiothérapie, ils savent qu'ils rentrent chez eux le soir, et pour faire accepter le traitement, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Professeur Villani, dans ce service d'onco-gériatrie, est-ce que la prise en charge est stéréotypée, c'est-à-dire la même pour toutes les personnes, ou finalement, est-ce que vous vous adaptez un peu à chaque personne et à chaque cancer ? Alors, je dirais on fait à la fois du prêt-à-porter et du sur-mesure. C'est-à-dire que dans le prêt-à-porter, ça veut dire qu'on a une trame commune et que le patient qui vient est systématiquement vu par le docteur Couder, par une neuropsychologue, par des personnes classiques, mais aussi en fonction, j'allais dire, de ce qu'on détecte, on peut, à la demande, à la carte, rajouter certaines consultations spécifiques. Ça peut être éventuellement un kiné, ça peut être une orthophoniste ou bien une psychomotricienne en fonction de ce que le docteur Couder va voir. Et donc, j'allais dire, elle improvise en temps réel et elle organise cet hôpital de jour, j'allais dire, sur un mode au départ préformaté, mais avec des options. D'accord. Alors vous répondez à ma prochaine question en fait, parce que c'était effectivement l'idée du travail multidisciplinaire et d'égrener les différentes spécialités qui contribuaient au bon fonctionnement de votre service. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que dans votre service, est-ce que vous allez chez le patient ? Est-ce que vous allez, vos ergothérapeutes vont chez le patient pour voir un petit peu comment ça se passe ? Alors, l'hôpital de jour se fait à l'hôpital, ça on vous l'a dit, et ce qui est essentiel, le maître mot, c'est la pluridisciplinarité entre différents médecins, puisque vous avez vu des rhumatologues, vous voyez des gériatres, il y a des neurologues, des rééducateurs fonctionnels, il y a différents paramédicaux, et effectivement, il y a une structure parallèle au service que le docteur Anne-Laure Couder anime, c'est le réseau de gériatrie qui permet de se rendre au domicile du patient et d'aller évaluer le patient à son domicile et d'assurer un suivi. D'accord, très bien. Monsieur Guinieri, je reviens vers vous dans un autre rôle, puisque vous nous avez dit que votre épouse était atteinte d'une maladie et que vous jouez le rôle de l'accompagnant. Alors, quel est votre rôle auprès de votre épouse au quotidien ? Au quotidien, disons que je suis le majordome. Elle ne peut plus rien faire. Elle est sur le fauteuil, elle est complètement incapable de faire quoi que ce soit, ni de prendre une bouteille pour boire dans le frigidaire. Elle est vraiment dépendante de moi. Ça commence, baisse-moi le sort, mets-moi la télé en marche, fais-moi passer le téléphone. Vous voyez, c'est continuel. D'où l'importance pour vous d'être ce qu'on appelle quelqu'un de robuste. Pour moi, c'est très contraignant, mais le fait que je la sauve de la maison de retraite, ça me donne le moral et la force de continuer. Voilà. Ouais, c'est très bien, félicitations. Je vous remercie d'avoir été... Oui, peut-être ? Moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est un vrai problème aujourd'hui, hein, la condition de l'aidant à domicile auprès d'une personne dépendante. Parce que, M. Guinieri est un peu, vous l'avez compris, un cas à part. Hein, c'est une personne exception. Mais malheureusement, on se retrouve à domicile avec des aidants
qui, au bout du compte, présentent des pathologies, et aujourd'hui qui sont très bien décrites dans la littérature. On parle de pathologie de l'aidant, notamment dans le domaine de la dépression, mais aussi dans l'épuisement physique, et qui peut amener à des chutes, à des fractures du col. Et malheureusement, on est amené à voir de plus en plus souvent des patients qui arrivent, deux patients qui arrivent aux urgences en même temps, l'aidant qui s'est fait une fracture du col, et la personne dépendante qui ne peut pas rester à domicile. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui auquel on est confronté et qui est décrit maintenant dans la littérature. Merci beaucoup, on l'a bien compris. Je vous remercie donc de votre présence. Nous passons à notre chronique pédagogique avec le docteur Julia Maroni après ce jingle. Julia, bonjour. Vous vouliez nous parler aujourd'hui de la polymédication chez les personnes âgées. Quels en sont les risques? Oui, tout à fait, Hervé. Alors, la polymédication chez le sujet âgé, elle est habituelle et elle est indispensable puisqu'elle correspond à la prise en charge des pathologies et des maladies chroniques qui surviennent au fil de la vie. On va parler de polymédication à partir de 4-5 médicaments, mais de nombreux patients, notamment les plus âgés, peuvent prendre jusqu'à 7-8 médicaments de classes pharmaceutiques différentes. Les problèmes liés à cette polymédication sont les suivants. Les patients finissent par moins bien prendre leur traitement parce que chaque nouveau médicament introduit va menacer la prise correcte des autres médicaments et entraîner des erreurs de prise. Les médicaments eux-mêmes peuvent avoir des interactions entre eux et puis causer aussi des effets indésirables qui sont plus fréquents et plus sévères chez les sujets âgés et avec des conséquences qui peuvent amener jusqu'à une hospitalisation. Les médicaments les plus souvent concernés par les effets indésirables sont ceux qui prennent en charge les pathologies cardiovasculaires, les antihypertenseurs qui peuvent entraîner des hypotensions avec le risque de chute, les médicaments diurétiques responsables de déshydratation et de pathologie rénale, les médicaments à visée neurologique qui peuvent entraîner une agitation ou un syndrome confusionnel. Alors que peut-on proposer pour limiter les risques face à la polymédication? Donc les patients doivent vraiment bien informer leur médecin des différentes prescriptions qu'ils ont et le tout c'est de conseiller d'avoir une ordonnance un petit peu récapitulative faite par le médecin traitant pour éviter des médicaments qui vont avoir des interactions entre eux. Il faut s'assurer de la bonne prise des médicaments par le patient. Alors les génériques c'est très bien mais c'est vrai que pour une personne âgée ça peut être compliqué de plus reconnaître le nom de ces médicaments. On peut proposer dans le cadre de projets d'éducation thérapeutique de réaliser des plannings journaliers visuels sur lesquels on peut coller les comprimés, coller par exemple un bout du carton d'emballage du médicament, tout ça pour que le patient reconnaisse ses médicaments et puisse garder une certaine autonomie. Et puis si vraiment c'est nécessaire, il faut envisager que les médicaments soient préparés par un membre de la famille ou mieux par une infirmière dans un semainier. Il faut conseiller aux patients d'éviter toute automédication et bien sûr du côté des soignants, il est nécessaire de réévaluer régulièrement toutes les thérapeutiques. Il faut savoir arrêter un traitement même s'il est pris depuis plusieurs années parce qu'arrivé à un certain moment de la vie, il peut ne plus être nécessaire voire être néfaste. Merci Julia. Merci à vous d'avoir été présents. Pour finir notre émission, nous allons retrouver Fanny pour sa chronique Fan de santé. En essayant de trouver des nouveautés en termes d'aide à la personne âgée, j'ai trouvé dans plusieurs publications un système de marche à ressort qui permettrait d'aider les personnes âgées à monter et à descendre des escaliers. Ces escaliers du futur emmagasinent l'énergie produite par le poids du corps en descendant les escaliers et la libèrent à la montée. Ce système pourrait permettre à nos aînés de garder leur indépendance et d'éviter la maison de retraite. Les chercheurs ont calculé que ces marches pourraient permettre de réduire l'effort sur le genou de 37% à la montée de l'escalier. En plus, ce système peut être installé aisément sur des escaliers déjà existants et de façon temporaire. Mais n'oubliez pas, quel que soit votre âge, monter les escaliers, c'est bon pour votre santé. C'est la fin d'À Tout Santé. Nous vous remercions d'avoir été présents. Nous remercions les intervenants, spécialement Monsieur Guinieri. N'allez pas trop loin, on parlera vélo après l'émission, ça m'intéresse. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur la chaîne YouTube À Tout Santé ou adresser vos commentaires ou vos questions sur Facebook ou sur le Twitter À Tout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.